Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le président Bazoum Mohamed a participé pour la première fois depuis son investiture à la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale virtuelle des Nations Unies sur le VIH-Sida. Cette rencontre qui s'est tenue par visioconférence a permis aux chefs d'État du monde ou leurs représentants d'adopter les engagements et résolutions par rapport à la riposte mondiale au VIH-Sida pour les 5 années à venir. Suivons le discours prononcé par le président de la République du Niger, Bazoum Mohamed. En 40 ans d'existence, le VIH-Sida a infligé à l'humanité un revers socio-économique de très grande ampleur. Le Niger, à l'instar des autres pays, a été confronté à cette pandémie. En dépit des initiatives du gouvernement, les personnes vivant avec le sida continuent à subir une discrimination qui se présente sous diverses formes. C'est pourquoi mon pays s'est inscrit dans la stratégie de l'ONU-SIDA qui entend combattre la discrimination sous toutes ses formes et en tout lieu. Au Niger, depuis la découverte du premier cas en 1987, l'épidémie du VIH est restée faible et stabilisée dans la population générale avec une prévalence de 0,4%. Le pays a enregistré également une baisse continue du nombre de décès liés au VIH, 4000 décès en 2012, 1248 en 2018, 1076 en 2019 et 973 en 2020. Le besoin de plus de 21 330 personnes infectées a été couvert avec le traitement antirétroviral en 2020, soit 65%, et les soins continus ont été assurés au niveau de 132 sites de prise en charge. Les capacités du personnel médical et paramédical sur le dépistage et la prise en charge ont été renforcées. La société civile, les associations et les réseaux de personnes vivant avec le VIH ont été impliqués. Aussi, les laboratoires des hôpitaux nationaux, régionaux et des districts ont-ils été dotés de plateformes ou de machines pour dépister de façon précoce le VIH chez les enfants et pour mesurer la charge virale. Malgré ces résultats encourageants, beaucoup reste à faire pour que le Niger puisse honorer les engagements internationaux qu'il a souscrits visant l'élimination du VIH d'ici 2030 et l'adoption des différentes stratégies de l'ONU-SIDA, en particulier les 390, testés et traités, appliqués aux enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les tuberculeux, les populations clés. La transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant ainsi que la prise en charge pédiatrique du VIH figurent parmi les défis que le Niger s'attelle à relever. Tous ces efforts ont bénéficié de l'appui de l'État, mais aussi et surtout des partenaires techniques et financiers, ce qui a rendu les produits disponibles et les soins gratuits. C'est le lieu de saluer et féliciter la directrice exécutive de l'ONU-SIDA et son équipe pour leurs efforts inlassables et leur engagement à soutenir nos pays dans la lutte contre le VIH. Aussi, les personnes vivant avec le VIH ont-elles reçu, grâce à l'engagement du gouvernement, une dotation multimensuelle de traitement antirétroviral afin de limiter le déplacement des patients et partant de limiter les risques d'exposition à la COVID-19. Je voudrais, pour conclure, rendre un vibrant hommage aux organisations de la société civile, aux ONG engagées dans la lutte contre le VIH-Sida, aux partenaires techniques et financiers, aux médias pour leur engagement sans faille en vue de permettre aux populations de bénéficier d'un service de santé efficace et aux personnes vivant avec le VIH de disposer du traitement requis. La lutte contre la pandémie de la COVID-19, qui continue d'avoir de graves répercussions sur nos systèmes de santé et nos économies, tout comme celle contre le VIH-Sida, nous rappelle combien il est urgent, face à des défis globaux, que nous agissions de façon coordonnée sur la base de multilatéralisme revigoré pour trouver des solutions durables.
Le ministre de la Santé publique a rencontré ce matin dans la salle de réunion de la communauté urbaine de Niamey les associations, les syndicats du secteur de la santé et les responsables des structures sanitaires de la région du Niamey. Objectif à échanger sur comment améliorer le fonctionnement des structures sanitaires afin de mieux prendre en charge les patients. Le compte-rendu. Ils ont tous répondu, les responsables des structures sanitaires, les associations, syndicats et ONG du secteur de la santé et les ordres professionnels à la présente rencontre avec le ministre de la Santé publique et de la population. Une rencontre qui vise à partager les préoccupations des populations relevées lors des inspections d'État dans les centres de santé et par la même occasion trouver les voies et moyens à travers ces échanges pour soulager les souffrances des populations dans ces structures sanitaires. Cette initiative, c'est pour essayer de partager ensemble les différentes préoccupations, non seulement soulevées par la population, mais surtout et mieux les différents constats qui ont été relevés lors des différentes inspections des services de santé. Voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos comportements, pour améliorer la gestion de nos services afin de soulager au minimum, puisque le maximum il est parfois utopique, c'est l'idéal, au minimum soulager la souffrance de la population en matière de l'offre des soins de santé dans les différentes structures. On n'a pas besoin de faire la police, mais il faut qu'on se dise la vérité, que tout le monde sache ce qui se passe et qu'on prenne des engagements pour corriger. Je n'ai pas dit que les gens sont dans des conditions à 100% de travail. Non, quand même, c'est un sacrifice qu'on va demander à tous les agents, à tous les responsables qui sont présents ici. Tous les responsables des hôpitaux sont là présents. Il faut améliorer, il faut rendre disponible ce qu'on peut disponibiliser. Vous avez la subvention de l'État, vous avez l'appui des partenaires, vous avez le recouvrement. Ce genre de rencontre, tant attendu par ces différents participants, permet selon ces derniers d'améliorer le fonctionnement des structures sanitaires afin de mieux prendre en charge les patients. C'est plutôt bien le fait effectivement, en tout cas de se voir, d'étaler en tout cas tous les problèmes. Et du coup, à travers ça, tant qu'on parle justement, en tout cas on peut, si vous voulez, proposer des solutions. Et je crois qu'à travers ces rencontres-là, on peut énormément d'engagement, en tout cas pour que effectivement la population puisse bénéficier en tout cas de ces soins-là comme ça se devait. Je crois que c'est une très bonne initiative. Et surtout que lui-même, il a fait table rase du problème de la santé dans la communauté urbaine de Niamey, du problème de l'accueil, du problème de la disponibilité des agents, du problème des médicaments, du problème de la qualité des services. Donc vraiment, il a un peu parlé de tout. Et je crois que tout le monde était d'accord avec lui sur tout ce qu'il a relaté. Mieux encore, et je crois que ça va permettre certainement au cours de discussion non seulement de faire l'état des lieux, mais aussi certainement de proposer quelques pistes de solutions, en tout cas par rapport au diagnostic fait sur le problème de santé à Niamey. Cette rencontre qui vise l'amélioration des conditions d'accès de la population aux soins sanitaires a eu lieu en présence des responsables de la ville de Niamey, en l'occurrence le gouverneur de la région et le président du conseil de ville de Niamey, où ils ont tous promis d'accompagner le ministre dans cette démarche. La salle de réunion du premier arrondissement de Niamey a servi de cadre ce matin pour la tenue d'un atelier sur l'évaluation de la performance de l'arrondissement ainsi que sur la définition des indicateurs. Un atelier organisé par l'ONG DICO. Le compte-rendu avec Asama Seydou et Abdel Nasser Seydou. Évaluer les performances enregistrées chez les élus locaux au cours de leur mandat, tel est l'objectif visé à travers cet atelier au niveau de l'arrondissement communal Niamey 1, organisé par l'ONG DICO, et cela au profit des CVC, des conseillers des jeunes, des leaders religieux, des groupements féminins, des agents de santé et de l'éducation. Cette activité qui nous réunit consiste effectivement à identifier, c'est-à-dire par rapport aux différentes performances du gouvernement par rapport à deux secteurs
qui sont le secteur de l'éducation et le secteur de la santé. Par rapport aux indicateurs, je disais, des performances du gouvernement, à travers l'identification de ces indicateurs, donc vraiment c'est de continuer de faire un plaidoyer pour que ces secteurs sociaux de base soient améliorés au bénéfice des populations. Un thème apprécié à sa juste valeur par le maire de l'arrondissement communal Niamey 1. Cet aspect de performance qualité constitue à n'en point douter le cheval de bataille des autorités nigériennes, au premier rang desquelles son Excellence le Président de la République. Il faut aussi noter que depuis longtemps, les partenaires techniques et financiers n'ont ménagé aucun effort pour accompagner l'élan du gouvernement dans son action visant l'amélioration des conditions de vie des populations à travers de multiples appuis dans différents secteurs. C'est donc le lieu pour moi de remercier une fois de plus l'USAID qui est le bailleur de fonds du programme, Contrepart International qui est son porteur et l'ONG qui met en œuvre. Tout au long de cette journée d'atelier vous aurez à discuter des indicateurs de performance. Vous aurez à discuter des indicateurs de performance. Le maire de la commune 1 a enfin appelé les participants à être attentifs afin qu'ils puissent tirer bénéfice de cet atelier d'échange et d'expérience. L'école de la gendarmerie de Kouarategui a servi de cadre ce mercredi matin pour la cérémonie de présentation des résultats d'une étude sociologique relativement à la connaissance des droits et leur application par les éléments de la gendarmerie. Le compte-rendu avec Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Cette étude sociologique sur l'état des lieux de connaissance, les perceptions et l'application des droits humains et du droit international humanitaire dans le cadre des missions assignées à la gendarmerie nationale vaut tout son pesant d'or au vu du contexte dans lequel elle a été menée. Un contexte sécuritaire dégradé au Niger en particulier et dans le Sahel en général. Pour exécuter donc ces missions, les éléments de la gendarmerie nationale doivent avoir donc un bon comportement à travers l'application des textes en matière du droit de l'homme et en matière du droit international humanitaire. Donc je reviens un peu sur le droit international humanitaire. Le problème fondamental, c'est de faire savoir aux éléments de la gendarmerie nationale quelle est la responsabilité du commandant, donc dans les théâtres d'opération. Deuxièmement, quelle est la responsabilité du combattant et la responsabilité du chef. Le Niger, à l'instar de plusieurs pays de la région sahélienne, connaît depuis un certain temps une série de crises. Les forces de défense et de sécurité, notamment les forces de sécurité intérieure, sont sur différents fronts et font souvent objet d'allégations diverses. Pour appuyer l'effort de ces pays, l'Union européenne, en relation avec l'Institut danois des droits de l'homme, a initié le projet Appui aux forces de sécurité des pays membres du G5 Sahel pour la lutte contre l'impunité et le renforcement de leurs liens avec les populations. Pour y parvenir, une étude sociologique a été commandée. Cette étude dont l'importance est primordiale pour les éléments de la gendarmerie nationale dans leur mission de sécurisation du pays a été donc rendue possible grâce au soutien de l'Union européenne et de l'Institut danois des droits de l'homme. C'est un manuel qui doit partir des réalités du terrain, qui doit partir des perceptions en matière des droits de l'homme du personnel de la gendarmerie nationale, qui doit partir également des problèmes et défis constatés sur le terrain. Après le manuel, nous allons certainement développer ce que nous appelons les outils, les guides de poche. Les guides de poche, ce sont ces outils-là qui permettent à chaque gendarme de pouvoir s'inspirer pour voir dans le cadre de la réalisation d'une mission, de voir quels sont les éléments de droits de l'homme à prendre en compte.
Cette cérémonie de présentation des résultats de l'étude sociologique s'est déroulée en présence du président de la Commission nationale des droits humains CNDH, du procureur de la République, de la hiérarchie des forces de défense et de sécurité et de plusieurs autres invités. Il faut préciser que cette étude a duré 6 mois. Et puis ce communiqué de presse de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants OCRTIS. La direction de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants informe l'opinion publique nationale et internationale qu'elle a déposé ce jour 9 juin 2021 une plainte pour diffamation au bureau du procureur de la République après le tribunal de grande instance hors classe de Niamey contre le groupe de presse international dénommé Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée. Cette plainte qui sera diffusée à l'international par voie d'Interpol fait suite au droit de réponse apporté par l'OCRTIS le 28 mai 2021 face aux allégations mensongères par lesquelles l'organe de presse incriminé affirmait dans un article intitulé « Les jours étranges pour le trafic du hashish au Niger » qu'une partie des 17 tonnes de résine de cannabis saisie le 2 mars 2021 à Niamey a frauduleusement été soustraite et revendue aux trafiquants impliqués. Par cette plainte, l'OCRTIS déclenche ainsi une procédure judiciaire contre les autorités, les auteurs de cet article qui du reste n'ont jamais mis pied au Niger et les invite une fois de plus à fournir aux autorités judiciaires la moindre preuve de leur accusation totalement infondée, insensée et ridicule. Signé le monsieur Aboubakar Issaka Oumarou, contrôleur général de police, directeur de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants OCRTIS. Dans une interview accordée au studio Kalangou, le directeur du projet Sahel à l'international, la Crisis Group, Jean Hervé, explique la situation sécuritaire qui prévaut au Sahel. Pour ce dernier, c'est en réformant le lien entre citoyen et son État qu'on va recréer au fond les conditions d'une sécurité durable. Suivons l'élément. En réalité, quand on regarde une situation qui en gros a commencé à se détériorer avec la crise de Normalie en 2012, et on voit que année après année, cette insécurité, les formes de violence armée se sont répandues. D'abord répandues dans d'autres régions du Mali, puis répandues dans les pays voisins. Elles ont touché beaucoup le nord du Burkina Faso, l'est du Burkina Faso, et puis elles continuent aussi la frontière entre le Mali et le Niger étant une autre de ces régions affectées. En parallèle, il y avait aussi un énorme effort, un investissement très important de tout un ensemble de partenaires internationaux pour essayer de stabiliser, par des interventions à base militaire, la situation. Alors il y a évidemment l'opération qui est sans doute la plus connue, qui est l'opération Barkhane régionale, conduite par la France. Également la MINUSMA, les forces du G5 Sahel. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vrai décalage entre d'une part cet investissement massif de toute cette série d'acteurs et le fait qu'on a une situation qui ne s'améliore pas et au contraire qui se détériore. Et donc nous, à Crisis Group, on a notamment publié en février dernier une sorte de rapport de synthèse sur les politiques de stabilisation au Sahel où on a essayé de souligner ce qu'il faut bien appeler l'échec aujourd'hui des 7-8 dernières années de stabilisation au Sahel. Et on a essayé aussi d'identifier des pistes alternatives. Et notamment, une des pistes alternatives qu'on souligne, c'est le fait qu'on a trop donné la primauté au fond, à une réponse militaire. On a trop misé sur, au fond, l'efficacité d'un combat qu'on appelle contre-terroriste, qui ne fonctionne pas ici. Et donc on a appelé au fond à rééquilibrer les différents piliers d'intervention. Il y a de manière traditionnelle 3 piliers d'intervention qui sont la sécurité, le développement et puis la gouvernance. Et notamment on donnait trop d'importance, je pense jusqu'ici, au premier aspect, notamment dans sa dimension contre-terroriste. Et on appelle, nous, à un rééquilibrage et notamment à mettre au fond la gouvernance, la réforme de l'État et notamment la refondation d'un lien citoyen-État au centre des stratégies de stabilisation. Parce qu'au fond, c'est en réformant en profondeur le lien entre le citoyen et son État qu'on va baser, recréer au fond les conditions d'une sécurité durable.
Un autre communiqué de presse, cette fois-ci relatif au rejet de la requête de mise à liberté provisoire du détenu M. Djibrila Anas. Le communiqué est ainsi libellé. Le mercredi 2 juin 2021, le consortium d'avocats du détenu politique et défenseur des droits humains, M. Anas Djibrila, président de l'association Mouvement Dynamique Citoyenne MDC et coordinateur national de Debout Niger Debout, a déposé au bureau du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance hors classe de Niamey une requête aux fins de sa mise à liberté provisoire. C'est ainsi que l'ancien secrétaire général de l'Union des scolaires nigériens USN a été entendu dans la matinée par le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance hors classe de Niamey pour lui notifier le rejet de la requête aux fins de sa mise à liberté provisoire. Quelques heures après, le camarade Anas Djibrila a été reconduit à sa cellule de détention au niveau de la prison de haute sécurité de Koutoukale, conçue pour des gangs, des trafiquants d'armes, de drogue et tout autre crime abominable. Pour l'instant, nous ignorons encore les motifs qui fondent le rejet de la requête au fond de sa mise à liberté provisoire, malgré son état de santé très précaire. Ses camarades de lutte, sa femme et ses enfants avaient pourtant beaucoup espéré la voir à côté d'eux ce mardi 8 juin 2021, mais hélas. En tout état de cause, les membres du mouvement dynamique citoyenne élargi à ceux de Debout Niger Debout rappellent aux uns et aux autres que le défenseur des droits humains, le camarade Anas Djibrila, n'a commis aucun crime susceptible d'être gardé en prison malgré son état de santé dégradant et confirmé par la Commission nationale des droits humains CNDH à l'issue de sa dernière visite de terrain. Le mouvement Dynamique citoyenne félicite le consortium d'avocats pour le travail déjà abattu afin d'obtenir la mise en liberté provisoire de l'acteur de la société civile africaine, M. Anas Djibrila. Enfin, le mouvement Dynamique citoyenne lance un vibrant appel à ses membres de rester unis et solidaires, car tôt ou tard, le camarade recouvrira sa liberté par les moyens de la justice et par la grâce d'Allah. Signé le secrétaire général du mouvement dynamique citoyenne MDC. L'association Cercle indépendant de réflexion d'action citoyenne CIRAC a rendu public ce matin une déclaration de soutien au peuple malien. L'ambassade du Mali au Niger est le lieu choisi par cette association nigérienne pour faire entendre sa voix. Le résumé avec Adam Soumana et Aboubakar Souley. Cette visite de courtoisie des membres du Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne dans les locaux de l'ambassade du Mali vise à apporter le soutien de ce cadre de la société civile nigérienne au peuple malien et à son gouvernement. Un soutien à travers lequel le CIRAC n'a pas manqué de fustiger les ingérences extérieures et les enjeux géostratégiques de la situation politique malienne, tout en appelant à une solidarité panafricaine. Le CIRAC dénonce avec force le diktat que tente d'exercer la France quant au choix des dirigeants de la transition du Mali et le chantage éhonté de Paris qui, tout en annonçant sa décision de suspendre à titre conservatoire toute opération conjointe avec les forces armées maliennes FAMA, réaffirme dans le même temps sa volonté de rester sur le territoire de ce pays. Fustige le rôle ambigu de certains chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union africaine UA, qui, incapable de mettre en œuvre les instruments de gestion de crise élaborés par ces institutions, se contente d'appliquer à la lettre des initiatives dictées depuis Paris ou Washington, sans prise sur la réalité du terrain, exacerbant de fait une situation sécuritaire déjà au bord d'une conflagration générale dans l'ensemble de l'espace sahélo-saharien, voire au-delà dans le continent. Le CIRAC souligne la communauté de destin entre tous les peuples de l'espace sahélo-sahérien en général et les populations maliennes et nigériennes en particulier. Retouchés par cette marque de sympathie de la part des acteurs de la société civile nigérienne, les diplomates maliens accrédités au Niger au nom de leur peuple et du gouvernement se sont réjouis de l'exemplarité de la coopération entre les deux nations. C'est un geste hautement apprécié
par l'ambassade, par les autorités maliennes, par le peuple malien. Et nous sommes en Afrique. Cette solidarité, elle est africaine. Quand la case de quelqu'un brûle en Afrique, ce sont ses voisins qui lui viennent immédiatement en aide. Donc nous apprécions hautement et sincèrement ce geste de la part du président de la société civile, du peuple nigérien qui est un peuple frère. Nous sommes voisins, mais au-delà du voisinage, il y a la fraternité. C'est les mêmes peuples. Par ce geste, le Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne, cette jeune association prouve si besoin est sa maturité d'esprit et le rôle qu'elle entend mener pour un éveil de conscience des citoyens tant sur le plan national que continental. Les ressortissants maliens vivant au Niger se réjouissent, eux, de la nouvelle nomination du nouveau Premier ministre du Mali. Ce qui a suscité la réaction de M. Issoufou Maïga, c'est un ressortissant malien vivant au Niger. On l'écoute. L'appréciation que je fais par rapport à la nomination du nouveau président de la République et du PM, c'est que je suis très ému, je suis très content et que la CEDEAO a finalement compris le souci du peuple malien. Donc c'est ça qu'on avait souhaité depuis le 20 août 2018, quand Assimi Goïta avait fait le push, il avait pris le pouvoir et a encore remis le pouvoir à la CEDEAO pour le remettre à Bandao. Donc vraiment on se réjouit aujourd'hui en tant que Malien et que vraiment le pouvoir revient encore au M5 RFP qui sont les vrais acteurs de ce mouvement qui a fait partir Ibrahim Boubacar Keïta. Pour le nouveau gouvernement, aujourd'hui, on attend beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La loi de programmation militaire, la justice équitable, le dialogue national inclusif, qu'on a tout le temps parlé. Vraiment, on attend de ça. Parce qu'il faut que Assimi Goïta et son staff le sachent aujourd'hui que on ne prête pas deux choses dans la vie, le pouvoir et sa femme. Il a prêté le pouvoir un premier temps à la CEDEAO et après, la rue a ramené encore le pouvoir, on a pris le pouvoir, on lui a ramené encore. Ça, c'est une chance qu'il ne peut pas l'avoir. Donc, de penser, de travailler avec son peuple, d'écouter le peuple, que la CEDEAO ne voulait pas qu'ils écoutent le peuple. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont là pour le peuple, ils ne sont pas là pour eux-mêmes. Aujourd'hui qu'ils ont pris le pouvoir, il a prêté serment, on a écouté le discours, les gens étaient juste. Maintenant, l'heure n'est plus au beau discours. On a beaucoup entendu. On en a beaucoup entendu et rien n'est fait. Qu'il passe à l'acte. Qu'il passe à l'acte, c'est-à-dire ceux qui doivent être écartés du pouvoir doivent être écartés. Ceux qui doivent être associés doivent être associés. La chronique juridique à présent, cette semaine, elle porte sur la cybercriminalité, un thème développé par Maître Suleiman Seydou, avocat à la Cour. Très bonne réception. La cybercriminalité, au sens de la loi 2019-33 portant répression de la cybercriminalité au Niger, la cybercriminalité est définie comme étant l'ensemble des infractions pénales qui se commettent au moyen ou sur les réseaux de télécommunications ou par le biais d'un système d'information. Alors il s'agit d'une panoplie d'infractions qui sont regroupées sur la bannière de la cybercriminalité. Aujourd'hui, c'est une thématique qui est suffisamment d'actualité avec l'avènement des réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp
ou de manière générale l'utilisation des moyens de communication électronique. Alors la cybercriminalité, qui regroupe un certain nombre d'infractions, ont été listées par la loi 2019-33 que je viens d'évoquer tantôt. Parmi ces infractions, il y a l'infraction d'usurpation d'identité numérique. Il s'agit d'une infraction qui consiste à usurper de manière intentionnelle et sans droit l'identité d'une autre personne dans la perspective de troubler sa tranquillité, dans la perspective de trouver également de porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou à sa dignité de manière générale. Lorsque on prend aujourd'hui ce qui se passe sur les réseaux sociaux, spécifiquement par exemple sur Facebook, vous pouvez avoir un compte Facebook. Et une personne mal intentionnée peut utiliser votre nom plus votre photo pour ouvrir un second compte Facebook. Et sur le fondement de ce second compte Facebook, il peut se mettre par exemple à publier des images ou des photos pornographiques de vous sur les réseaux sociaux dans la simple perspective, en tout cas, de porter atteinte à votre honneur ou à votre dignité. Une autre personne peut également créer un profil Facebook qui correspond à votre profil Facebook, mais qui n'est pas véritablement votre compte. Et sur le fondement de ce compte frauduleux qu'il crée, il peut se mettre par exemple à faire des sollicitations d'argent auprès de vos amis, de vos connaissances, pour leur demander de lui donner un certain nombre de sommes d'argent. Il s'agit des faits en réalité qui sont constitutifs de ce qu'on appelle l'usurpation d'identité numérique. Il s'agit d'une infraction qui a été prévue par la loi sur la cybercriminalité et qui est réprimée de manière en tout cas forte par le législateur nigérien. Lorsque vous vous rendez coupable d'une telle infraction, les juridictions ont la possibilité de vous sanctionner conformément aux dispositions de la loi portant répression de la cybercriminalité, d'une peine qui est comprise entre 2 à 5 ans et d'une amende de 5 millions à 20 millions. Donc vous voyez là, il s'agit d'une infraction spécifique, mais qui rentre dans le cadre de la cybercriminalité. En dehors de cette infraction, aujourd'hui, les gens s'insurgent notamment sur des actes et des comportements, des paroles et autres à caractère raciste, régionaliste, ethnique ou même religieux. Il s'agit également des infractions qui sont prises en charge par la loi sur la cybercriminalité. Vous pouvez, par le biais, par exemple, d'un écrit, par le biais d'un message, par le biais des photos, des sons ou des vidéos, par exemple, de nature, par exemple, à mettre les Nigériens en conflit, à mettre, par exemple, la religion, les musulmans et les chrétiens en conflit. Vous pouvez également, à travers ces mêmes écrits, les mêmes messages, confronter, par exemple, deux ethnies. Il s'agit d'un certain nombre de comportements que la loi réprime également sous la bannière de ce qu'on appelle la loi sur la cybercriminalité. Il y a également d'autres infractions, on ne peut pas épuiser la liste. Il y a la question de la diffamation et de l'injure par un moyen de communication électronique. Lorsque vous vous mettez à diffamer, à injurer une personne sur les réseaux sociaux, que ce soit sur WhatsApp, sur Facebook, il s'agit d'une infraction qui est réprimée par la loi sur la cybercriminalité également. Il y a également la diffusion des données de nature à troubler l'ordre public ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine. Il s'agit d'une panoplie d'infractions, comme vous le constatez, qui sont prévues par la loi sur la cybercriminalité, que nous ne pouvons pas épuiser dans le cadre de cette émission. Mais il faudrait que les uns et les autres retiennent qu'aujourd'hui, l'usage des réseaux sociaux, l'usage de Facebook, de WhatsApp et de tout autre moyen de communication
doit être utilisé de manière efficiente et efficace. Lorsque vous mettez dans une logique tendant à porter atteinte à la réputation des uns et des autres, par le canal bien entendu de ces éléments que je viens de citer, vous devez avoir à l'esprit que de l'autre côté également, il y a la loi sur la cybercriminalité qui réprime et qui sanctionne sévèrement ces genres de comportements.